le rappeur Tupac Shakur dénonçait le racisme et soutenait l'unité afro-américaine. Assassiné à 25 ans, il a laissé un héritage culturel explosif et controversé. Comment peut-on vendre des albums pour 70 millions de dollars en un an et se retrouver endetté de 5 millions de dollars? Ça dépasse l'entendement. Soit il administrait très mal son argent, soit il se faisait voler. Sans testament, avec une maison de disques malhonnête et de nombreux avocats, les batailles juridiques pour son héritage ont été plus longues que sa carrière. Il payait pour des maisons qu'il n'habitait pas, des pensions alimentaires pour des enfants qu'il n'avait pas et des voitures qu'il ne conduisait pas. Même s'il n'est plus là pour les dépenser, Tupac continue de rapporter des millions après sa mort. Tupac est adulé depuis sa mort, parce qu'il n'a pas seulement fait des disques, il a fait l'histoire, ce qui est très différent. C'est parce que sa musique est intemporelle. La gloire, la fortune, l'héritage de Tupac Shakur. Artiste prolifique et acteur à 16 heures, le rappeur Tupac Shakur a eu beaucoup d'ennuis avec la justice. I don't know how to be responsible for what every black male did. I don't know. Yes, I am going to say that I'm a thug. That's because I came from the gutter and I'm still here. Dans sa production musicale, Tupac a parlé de la lutte des Afro-Américains. Il a créé un héritage que l'on retrouve chez tous les rappeurs issus des années 90. Il y a près de 20 ans qu'il est mort, assassiné dans les années 90 à Las Vegas. Et depuis, on a vu beaucoup d'ascensions très rapides, notamment celles de Jay-Z, Lil Wayne, Weezy, Nicki Minaj. Mais en même temps, le monde du hip-hop a la nostalgie d'artistes tels que Tupac, qui pouvaient parler avec beaucoup de puissance des problèmes politiques et sociaux des États-Unis, et aussi de choses bien réelles comme ce qui se passait dans la rue. Il a aussi entretenu une rivalité entre rappeurs, ce qui a causé sa perte. Tupac a fait fortune et il a changé à tout jamais l'univers du hip-hop. Aujourd'hui encore, il rapporte des millions. Mais l'argent n'était pas son seul intérêt. Il prêtait sa voix aux souffrances des jeunes qui ne pouvaient pas se faire entendre. C'était un jeune artiste rebelle qui avait grandi en marge, qui était en colère et qui voulait parler pour tous les autres. Il disait « Je suis là et je ne partirai pas, je vais troubler votre sommeil. Vous pouvez tenir certaines banalités pour acquises, mais je suis la preuve vivante que ces banalités ne sont pas vraies. » Bien avant d'être qualifié de rappeur le plus percutant de tous les temps, Tupac Shakur s'appelait Lisanne Parrish Crooks. À sa naissance le 16 juin 1971, sa mère, une activiste des Black Panthers, vient de sortir de prison. Elle purgeait une peine pour avoir projeté de faire sauter des bombes à New York. Son père, Billy Garland, est aussi un Black Panther. Il milite pour un socialisme radical et contre les injustices sociales, mais il aide très peu à élever son fils. Tupac a 5 ans quand son père sort de sa vie, puis sa mère épouse un autre Black Panther, Mutulu Shakur. Elle change son nom pour celui de Fanny et baptise son fils Tupac Amaru en hommage au révolutionnaire sud-américain du 18e siècle qui avait fomenté la révolte de son peuple. Tupac, son demi-frère aîné et sa demi-sœur cadette grandissent à East Harlem dans une famille d'activistes qui se retrouvent souvent à la rue. La mère de Tupac était une Black Panther légendaire qui s'était défendue elle-même quand, avec d'autres Black Panthers, on l'avait accusée d'avoir fait exploser des immeubles. Son beau-père était constamment surveillé par le FBI et les membres de sa famille allaient régulièrement en prison. Tupac venait d'une famille très politisée et il devait sa conscience sociale à sa mère qui lui avait inculqué ses valeurs dès l'enfance. Sa mère, dépendante au crack, voit quelque chose de spécial chez Tupac. À 12 ans, elle le fait entrer dans une troupe de Harlem. Pour ses débuts au théâtre, il tient le rôle de Travis dans la pièce Un raisin au soleil. Quand je l'avais interviewé pour le magazine Vogue, il m'avait dit qu'à cette soirée bénéfice, au lever du rideau, comme il était le premier personnage en scène, il avait eu la piqûre du théâtre. Il voulait faire de la scène après avoir eu la joie d'être applaudi par les spectateurs. Il n'avait jamais oublié cette expérience de jeunesse. 3 ans plus tard, en 86, la famille déménage dans le Maryland. Tupac fréquente la Baltimore School for the Arts où il fait de l'art dramatique, de la poésie, du jazz et du ballet. Il écrit son premier rap,
À 17 ans, sa famille déménage à Marin City, en Californie. Il s'inscrit au cours de poésie de Layla Steinberg. Elle est si impressionnée par ce qu'il écrit qu'en 89, elle demande à Atron Gregory, un dirigeant de TNT Records, de lui faire passer une audition. Gregory l'embauche comme danseur et technicien de tournée pour le groupe de hip-hop Digital Underground. Tupac devient vite maître de cérémonie et il fait valoir son talent de rappeur dans Same Song, un single de Digital Underground. Gregory décide de miser sur Tupac. Il le propose comme artiste solo, mais personne n'est intéressé. C'est en 91, quand Gregory présente Tupac à une nouvelle maison de disques, Interscope Records, qu'il se voit offrir un contrat incluant des droits d'auteur de 12%. Pour un jeune artiste montant, des droits d'auteur de 12%, c'est très bien. D'autant plus qu'il n'avait aucun pouvoir de négociation à cette époque. En studio, Tupac travaille d'arrache-pied à son premier album qui traite des problèmes des jeunes noirs dans les rues des villes américaines. Un mois avant la sortie du disque, il s'attaque lui-même à l'un de ces problèmes. Il poursuit le service de police d'Oakland pour 10 millions de dollars. Il affirme qu'on l'a battu pour avoir traversé la rue au mauvais endroit. Tupac ne recevra que 43 000 $ et une bonne partie de cette somme servira à payer son avocat. Il a intenté une poursuite en vertu du Ku Klux Klan Act, voté par le Congrès en 1871. Cette loi permettait aux citoyens de poursuivre des employés de l'État qui avaient violé leurs droits civils. Tupac a déclaré qu'on avait porté atteinte à son droit de ne subir aucune force déraisonnable en vertu du 4e amendement. C'était évident qu'on ne lui verserait jamais 10 millions de dollars, mais 43 000, c'était un bon montant. Les poursuites pour inconduite policière étaient prises très au sérieux jusqu'à ce que les juges commencent à y accorder moins d'importance il y a 10 ou 15 ans. Tupac a eu raison de poursuivre les policiers. Le 12 novembre 91, Tupac Shakur sort son premier album, Tupacalypse Now, qui grimpe en 13e position du palmarès. Le single Brenda's Got a Baby atteint la 23e place. Tupacalypse Now plaît énormément aux jeunes noirs et l'album jouera un rôle déterminant dans la défense de Ronald Ray Howard, qui soutient qu'il écoutait cet album lors de son arrestation au Texas pour un phare brisé. Quand le policier s'était approché de sa voiture, Howard lui avait tiré dessus, le tuant. Il a plaidé avoir fait une erreur de jugement. Il a dit que les paroles l'avaient radicalisé et monté contre la police. Tupac ne voulait pas ajouter aux tensions entre les policiers et les jeunes noirs. Mais il parlait de ces tensions dans ses chansons et il prenait la défense des jeunes noirs. Comme il était très charismatique, beaucoup de jeunes se sentaient autorisés à tenir tête aux policiers. Une défense plus radicale aurait eu l'air de justifier cette violence et ça aurait été impopulaire. Ce n'aurait pas été bien reçu. Reconnu coupable, Howard est exécuté par injection létale en 2005. En dépit de la controverse, ou peut-être grâce à elle, Tupacalypse Now devient disque d'or. En 92, Tupac tient la vedette du film Juice, qui raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents délinquants de Harlem. Juice fait plus de 8 millions de dollars la fin de semaine de sa sortie en salle. Contrairement à son personnage violent, Tupac tente d'apaiser les conflits entre les gangs. En 92, au Truth Picnic en Californie, Tupac contribue beaucoup à la conclusion d'un accord entre les gangs rivaux des Crips et des Bloods qui signent le Code of Thug Life. Il a eu une énorme influence. Parce que dans ce genre de musique et de hip-hop, ses paroles étaient très percutantes. Il y avait beaucoup de jeunes qui le suivaient à cause de ses débuts modestes et de ses prises de position, et aussi du fossé entre la côte Est et la côte Ouest. La côte Ouest était vraiment derrière Tupac. C'était très séduisant, car il était facile d'attirer des jeunes avec ce genre de rap gangsta. Il disait: c'est ça le gangsta, c'est notre famille, c'est notre communauté qui est très spéciale. C'était facile pour lui, avec toute la machine de Death Row Records et la rivalité avec la côte Est. La même année, Tupac se fait tatouer Thug Life sur le ventre. Malgré tous ses efforts pour contenir la violence parmi les siens, le crime semble au rendez-vous partout où il va. Le 22 août 92, il participe à un festival à Marin City. Après le spectacle, pendant qu'il signe des autographes, une dispute éclate. Tupac sort son Colt Mustang, ce qui met fin à la dispute, mais il échappe son arme. Un membre de son entourage la ramasse et tire par mégarde. Dans une cour d'école, à 90 mètres de là, un petit garçon de 6 ans qui roule à vélo est touché au front.
et meurt. Les gens voulaient que Tupac soit inculpé, peut-être même pour meurtre. Un meurtre, c'est le fait de tuer quelqu'un volontairement. C'est un crime d'intention spécifique. Le meurtrier a consciemment l'intention de tuer quelqu'un. C'est son objectif. Dans ce cas-ci, ce n'était pas un meurtre, c'était un accident qui aurait pu donner lieu à une inculpation pour négligence ayant causé la mort. En droit, la négligence désigne le comportement de quelqu'un qui sait qu'il risque de causer du tort, mais qui ne change rien. Dans ce cas-ci, le danger résidait dans le fait de porter une arme chargée pendant un concert. Mais je crois qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de procès par manque de preuves. Il fallait prouver qui tenait l'arme au moment où les coups sont partis. J'ai cru comprendre qu'ils avaient du mal à trouver des témoins. Les gens questionnés ont tous dit qu'ils n'avaient rien vu. Donc, comme on n'arrivait pas à savoir qui tenait l'arme quand le coup est parti, on ne savait pas qui accuser. Après cette tragédie, Tupac s'enferme dans un studio et travaille jour et nuit. Le 16 février 1993, il sort son deuxième album, qui grimpe tout de suite en 24e position et devient disque platine. Le single, Keep Your Head Up, est un appel aux hommes noirs pour qu'ils traitent leurs femmes avec respect. Le single grimpe en 7e place au palmarès et est certifié or. Keep Your Head Up est une chanson importante parce qu'elle reflète bien toutes les facettes de Tupac. Le Tupac politique, le Tupac de la rue, le Tupac qui se souciait de sa communauté noire et qui était capable de parler de sujets comme la guerre ou les mères célibataires. Il était pro-choix dans cette chanson. Il abordait beaucoup de sujets de front. Et s'il y a une chanson qui reflète le mieux qui était Tupac, c'est Keep Your Head Up. À 21 ans, Tupac Shakur est une grande star et un paradoxe vivant. Un pacifiste entouré de criminels qui parle des quartiers pauvres dans ses raps alors qu'il devient extrêmement riche grâce à son immense talent. Encore tout jeune, Tupac Shakur, le rappeur qui donne une voix à la communauté noire, a déjà à son actif des disques d'or et de platine et un rôle de premier plan dans un film. Maintenant riche, il s'installe dans un manoir à Calabasas, un quartier huppé de Los Angeles. Il achète deux choses dont il rêvait, une énorme table de billard et un téléviseur à écran géant. Sa famille et ses amis viennent se détendre près de la piscine et certains s'installent même chez lui en permanence. Tupac vit maintenant dans le luxe, mais les ennuis semblent lui coller à la peau. Le 5 avril 1993, lors d'un concert à l'Université d'État du Michigan, les techniciens coupent le micro de Tupac en raison de son langage obscène. Furieux, Tupac lance le micro de $600 par terre. Le rappeur à qui appartient l'équipement supplie Tupac de ne pas le briser. Tupac réplique en tentant de lui asséner un coup de bâton de baseball à la tête, mais le rate de peu. Quand un concert ne se passe pas comme on le voudrait, ça fait monter des émotions. Je crois que c'est ce qui est arrivé à mon ami, qu'il a sauté dans la salle et qu'il s'est un peu déchaîné. Les artistes ont tous leur façon bien personnelle de gérer leurs émotions. Tupac est accusé de voies de fait, un délit passible de 4 ans de prison et de $2000 d'amende. On établit la caution à $50 000 et Tupac verse 10% de cette somme. Son avocat lui conseille de plaider coupable à une accusation de délit mineur dans l'espoir que la poursuite abandonne l'accusation de voies de fait. La poursuite accepte le marché et Tupac passe 10 jours en prison. Aux États-Unis, dans la plupart des États, vous pouvez écoper de quelques années de prison où vos soins médicaux, votre logement, vos repas et vos divertissements seront aux frais de l'État. Mais Tupac n'a passé que 10 jours en prison. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il devait avoir un bon avocat parce que c'est une peine trop légère. J'aime beaucoup Tupac, mais je trouve que c'est une insulte envers le système pénal. Après avoir dépensé une petite fortune en frais de justice, Tupac espère se renflouer grâce à son dernier film, Poetic Justice, dont il partage la vedette avec Janet Jackson. Le film fait près de $30 millions au box-office et la trame sonore grimpe en 23e place. À ses concerts, les admirateurs de Tupac sont en délire et il est enchanté. À certaines occasions, on échappe de près à l'émeute. Un jour, à Pine Bluff, dans l'Arkansas, une femme se retrouve paralysée après avoir été atteinte par une balle perdue pendant son concert. Après cet incident, on hésite à engager le rappeur, mais ses actes de violence ne portent pas atteinte à sa popularité. En 1993, il reçoit une lettre des parents d'un garçon malade en phase terminale qui a exprimé le souhait de rencontrer son rappeur préféré. Sans hésiter,
Tupac se rend au Maryland pour exaucer le vœu du petit garçon. Il donne aussi généreusement à la communauté noire et il crée Euthanasia, une entreprise qui contribue au financement d'équipes sportives à Los Angeles, d'un centre pour les jeunes à risque et d'une ligne sans frais pour jeunes en difficulté. Il était une source d'inspiration pour sa communauté. Ce genre de musique, le hip-hop, en fait, ce qu'il exprime, est très important pour les jeunes. Très souvent, n'ont pas de figure paternelle à la maison. Quand on entend quelque chose d'aussi puissant, quelqu'un qui dit des choses si percutantes, c'est électrisant. Vous comprenez? Et en s'appuyant là-dessus, on peut bâtir une communauté. Grâce à ses paroles, c'est surtout pour ça qu'il est connu, ses paroles et sa musique, on n'a pas à se poser de questions. Tout est exprimé. Il était très conscient. Il avait conscience de qui il était. En écoutant ses albums, on se rend compte qu'il était conscient de son pouvoir. Il savait qui il était. Pour fêter la création de son entreprise, Tupac s'offre un médaillon de 30 000 $ en or serti de diamants de 8 cm de diamètre avec le logo d'Euthanasia. Tupac le portera constamment. Le rappeur achète beaucoup de bijoux voyants. Il porte souvent des bagues serties de pierres précieuses, des boucles d'oreilles avec des diamants et une montre Rolex. Mais la vie de Tupac continue de ressembler à des montagnes russes. En octobre 93, à Atlanta, sa voiture évite de justesse 2 policiers qui ne sont pas en service alors qu'ils traversent la rue avec leurs femmes. Les choses se sont envenimées et il y a eu un échange de coups de feu. Il a tiré sur des policiers qui n'étaient pas en service et ils ont répliqué en tirant. Il n'a pas été accusé pour plusieurs raisons. D'abord, les policiers n'étaient pas en service. Ensuite, ils étaient tellement ivres qu'ils ne pouvaient pas vraiment relater les faits, à tel point que s'ils avaient témoigné, on aurait vu qu'ils avaient menti dans leur rapport de police. Enfin, ils avaient eux-mêmes des armes volées. S'il y avait eu une poursuite contre Tupac, un criminaliste s'en serait donné à cœur joie. Il aurait pu faire le procès du service de police d'Atlanta. J'étais étonné qu'il s'en tire à bon compte. Il devait avoir un excellent avocat, comme c'était souvent le cas. Il donnait l'impression qu'avec un bon avocat, on peut toujours s'en tirer. Dès le mois suivant, Tupac a des ennuis beaucoup plus graves. Il est accusé d'agression sexuelle pour avoir violé en groupe une jeune fille de 19 ans dans une chambre d'hôtel. Mais même une telle accusation ne peut ralentir sa fulgurante carrière. Le 25 mars 1994, le nouveau film de Tupac, Le jeu de la rue, sort en salle. Il raconte l'histoire d'une star de basketball d'une école secondaire et de sa relation avec un trafiquant de drogue. Le film rapporte 16 millions de $. Une fois de plus, Tupac fait un malheur au grand écran. Un soir d'été de cette année, il se rend dans une boîte de nuit de New York. Il y remarque Keisha Morris, une jeune femme de 20 ans. C'est le coup de foudre, mais il hésite à la faire entrer dans sa vie mouvementée. Keisha Morris est aussi amoureuse que lui, et il s'installe chez elle pendant son procès pour viol. Bien que ses frais juridiques soient très élevés, Tupac comble sa nouvelle flamme de cadeaux. Il lui offre une montre Gucci, identique à la sienne, et il s'offre une BMW 850 de 90 000 $. Peu de temps après, Keisha Morris démolit la voiture. Tupac en achète une autre, tout simplement. À l'automne, il sort un album avec son demi-frère et quelques amis. Leur groupe s'appelle Thug Life et l'album Thug Life Volume 1 devient disque d'or. Tupac m'avait dit dans une entrevue que Thug Life était un acronyme signifiant « La haine que vous transmettez aux enfants nous fait tous du tort ». Mais à cette époque, Tupac était déjà populaire en Californie. Quand il s'est mis à parler de Thug Life, il y avait Dr. Dre et Snoop Dogg qui dominaient le hip-hop de la côte ouest. Il y avait le gangster funk de Warren G et aussi Ice Cube et Ice-T qui avaient une grosse influence sur Tupac. Il voulait faire partie de ce courant. Il sentait qu'il avait le devoir de parler pour tous les frères des quartiers pauvres du pays qui ne pouvaient pas se faire entendre. Et c'est ce que Thug Life représentait. En septembre 1994, Tupac offre à Keisha Morris une bague en platine avec 42 diamants. En attendant le verdict de son procès pour agression sexuelle, il se consacre à la préparation de son 3e album solo. Le 30 novembre 1994, dans l'entrée du studio d'enregistrement Quad, il se fait attaquer par 3 hommes qui lui volent 35 000 $ en argent et en bijoux. Ils lui tirent dessus à 5 reprises et l'atteignent à la tête, à la main et à l'aine. Pour Tupac, ce n'est pas une attaque fortuite. Il croit qu'elle a été commanditée par le rappeur Notorious B.I.G. et le producteur Sean Puff Daddy Combs
ou par leur associé, Jimmy Henchman. Tupac et Biggie étaient des amis, et même de très bons amis. Mais à un certain moment, Tupac a commencé à dire que Biggie copiait son style et le style de la côte ouest. Et ça s'est étendu à Sean P. Diddy Combs et Suge Knight, puis c'est devenu une rivalité entre la côte est et la côte ouest. Les gens, et surtout les médias, ont jeté de l'huile sur le feu, et la situation s'est envenimée au point de devenir incontrôlable. En 92 ou 93, dans une boîte de nuit, à Manhattan, j'avais vu Biggie et Tupac chanter ensemble. Ça se voyait qu'ils étaient amis. Ça m'a donc beaucoup déçu de les voir se brouiller. Parce que je suis d'une époque où on parlait d'unité. Donc quand j'ai vu qu'au lieu d'avancer, de progresser, ils faisaient 5 pas en arrière, ça m'a vraiment déçu. Ça m'a fait mal. On ne voulait pas que ça se produise. C'est ce qu'on avait toujours dit. Des années après l'attaque, Dexter Isaac parle enfin et confirme que Tupac avait raison. Il avoue que Henchman lui avait donné 2500 $ pour abattre Tupac. Mais au moment de l'agression, Notorious B.I.G. soutient qu'il n'y est pour rien. Il va même voir Tupac à l'hôpital pour le lui dire. Il n'est pas le seul à lui rendre visite. Après une absence de 18 ans, le père de Tupac accourt à son chevet. Tupac est sidéré puisque sa mère lui avait dit que son père était mort. Le lendemain, Tupac reçoit la visite de son avocat, qui lui annonce une mauvaise nouvelle. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Il est condamné et fait face à une peine d'emprisonnement, pouvant aller d'1 an et demi à 4 ans et demi. À 23 ans, Tupac Shakur a déjà fait l'objet d'autant d'arrestations qu'il a eu d'albums à succès. Malgré ses millions, il ne peut pas échapper à la prison. Le rappeur millionnaire Tupac Shakur vient de terminer son 3e album solo, d'être blessé par balle et d'être reconnu coupable d'agression sexuelle. Le 14 février 1995, il est emprisonné au pénitencier de Clinton dans l'État de New York. Un mois après le prononcé de sa sentence, son album, Me Against the World, se hisse en première place dès sa sortie et bat tous les records de vente des disques de rappeurs solo. La première chanson qu'on a entendue est Dear Mama. On n'avait jamais entendu une chanson hip-hop comme celle-là. Dans l'univers du rock, ça me rappelait un peu John Lennon au sujet de sa mère. Me Against the World était un album très personnel. Les gens ont du mal à le comprendre. Mais Tupac était un type très vulnérable et ça se reflétait dans toute son œuvre. Il exprimait tout ce qu'il ressentait et c'était rafraîchissant ou frustrant ou ça vous rendait heureux ou encore furieux contre lui. On ne comprenait pas toujours Tupac, mais il a toujours été d'une grande franchise. Et c'est ce que Me Against the World représentait. On n'a qu'à regarder le titre. Il parlait pour beaucoup de jeunes noirs américains qui se sentaient seuls contre le monde entier et a pu ainsi donner une voix à beaucoup de gens. Il parlait de sa mère. Vous comprenez? Ça prouve que peu importe ce qui se passait dans le monde, il ne l'oubliait pas. Il pensait à elle. En écrivant cette chanson au sujet de sa mère, il voulait améliorer leur relation. Il voulait aplanir les difficultés qu'ils avaient eues dans leur rapport, peu importe ce qui se passait dans sa vie personnelle, dans la rue ou ailleurs. Dans cette chanson, il disait « Elle est mon rock, elle est ma reine, elle est ma mère. » Et j'ai trouvé ça génial. Tupac établit un autre record en devenant le premier artiste emprisonné dont un album grimpe en première place dès son lancement. Il est en prison depuis 11 mois, quand Me Against the World est certifié double platine. Le single Dear Mama est aussi certifié platine et grimpe en 9e place du palmarès. Grâce à ce nouvel album, Tupac fait plus d'argent que jamais. Le 29 avril 1995, il convainc sa fiancée, Keisha Morris, de l'épouser. Même en prison, Tupac a encore des ennuis. La mère du petit garçon abattu après son concert à Marin City intente une poursuite contre lui et elle obtient un règlement de 500 000 $. Puis Tupac dépense encore beaucoup en frais d'avocat pour faire appel de sa condamnation. Lorsqu'il lui est accordé, il n'a plus assez d'argent pour payer la caution de 1,4 million. I'm out of money. I'm out of all my resources. Thank you very much. Le 16 septembre 1995, Suge Knight, un dirigeant de la maison de disques Death Row Records, lui rend visite en prison avec l'avocat David Kenner. Il lui offre de payer sa caution à 3 conditions. Il doit signer un contrat pour 3 albums, engager Knight à titre de directeur musical et Kenner à titre d'avocat.
Tupac accepte toutes les conditions et signe le contrat sur le champ. Tupac était désespéré quand Suge Knight et Death Row Records lui ont fait cette offre. Il avait besoin d'argent pour sa caution. Je crois qu'elle s'élevait à 1,5 million et Knight lui a dit qu'ils allaient la payer s'il s'engageait à faire des albums avec eux. Comme il lui avait promis un salaire d'$1 million par album, Tupac pouvait se renflouer. Mais on a l'impression que Suge Knight avait doré la pilule. Et avec Kenner, ils ont fait avaler tout ça à Tupac, en espérant ne plus être là quand il comprendrait et leur demanderait où était passé tout l'argent. Tupac croit que Death Row Records va payer sa caution, mais Death Row ne verse pas un sou. La compagnie demande $250 000 à Interscope, $850 000 à Atlantic Records et prend une assurance cautionnement pour les derniers $300 000. En vertu de son contrat, Tupac devra tout rembourser sur ses droits d'auteur. Quand Tupac a signé avec Death Row, en écoutant les paroles de ses chansons, je me suis dit qu'il était un peu perdu. Parce qu'avant, il écrivait des chansons dans lesquelles il parlait de ses devoirs en tant qu'artiste, en tant qu'activiste, en tant qu'homme noir responsable, et même en tant qu'être humain, tout simplement. Il écrivait des chansons sur la survie, sur ce qu'il devait faire. Pac a toujours été conscient de ses devoirs envers sa communauté, et il savait aussi ce qu'il fallait faire pour survivre. Après 8 mois, le 11 octobre 1995, Tupac Shakur est libéré sous caution. Les 6 premiers jours après sa sortie de prison, il enregistre 14 chansons. La première, California Love, sort en décembre 1995, grimpe en première place, puis est certifié double platine. J'aimerais parler de California Love. Le rythme syncopé faisait très côte est. C'était déjà fantastique. Mais il l'a transformé avec Roger Troutman et c'est devenu génial. C'était super de voir Dr. Dre faire son truc et Tupac cracher ses couplets. C'était très californien. C'était leur hymne hip-hop. J'avais trouvé ça vraiment génial. Pour fêter sa sortie de prison, Tupac fait de folles dépenses. Avec les $125 000 que Death Row lui alloue pour une voiture, il achète une Jaguar SLX et le plus gros de tous les Hummers, un H1 96. Il s'envole toujours en jet privé. À la fin de 1995, Tupac crée le groupe Outlaw Immortals. Et le 13 février 1996, il sort l'album All Eyes on Me. Enregistré avec son nouveau groupe, il y fait l'apologie de la vie de voyou, Thug Life. L'album grimpe en première place et se vend à 5 millions d'exemplaires en 2 mois. C'est intéressant. J'ai l'impression, en écoutant All Eyes on Me, que Tupac savait que ses jours étaient comptés. On aurait dit qu'il avait décidé de faire tout ce qu'il sentait. C'était un peu triste, parce qu'il était riche, il faisait beaucoup d'argent, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, tout ce qu'on peut imaginer, mais je sentais qu'il n'était pas capable de passer cette étape critique. Et c'est ce qui était exprimé dans cet album. L'album rapporte 70 millions de $, mais Tupac ne reçoit pas ses 12 millions en droits d'auteur, ni l'avance de 5 millions qu'on doit lui verser pour son prochain album. Death Row le volait, c'est évident. Il aurait dû savoir ce qui allait se passer quand il a signé le contrat avec cette maison de disques. Elle n'arrêtait pas de lui dire qu'il dépensait trop en frais juridiques, mais elle ne lui a jamais montré les livres et ne lui a jamais versé son dû. Grâce à ce nouvel album, la carrière de Tupac Shakur se porte très bien, mais pas sa relation avec Keisha Morris. Se sentant inutile et inquiète à cause des frais juridiques toujours plus élevés que Tupac doit payer, sa fiancée annule leur mariage. Tupac rencontre bientôt une autre femme, Kedada, la fille du producteur de disques Quincy Jones. Il commence à sortir avec elle et en mai 1996, les amoureux s'installent ensemble. Peu après, Tupac la demande en mariage. Bien qu'il soit l'une des plus grandes stars du hip-hop et qu'il s'apprête à se marier pour la 2e fois, il refuse de faire un testament. La star se croit immortelle. Tout en continuant de faire la guerre aux rappeurs de la côte Est, Tupac continue de produire beaucoup, réalisant 3 CD complets et plus de 150 pistes supplémentaires. En août 1996, il écrit et enregistre en 3 jours son 5e album, The Don Killuminati, The 7 Day Theory.
Il tourne aussi un clip troublant pour la chanson I Ain't Mad at Ya, dans lequel on le voit se faire tirer dessus à plusieurs reprises, puis mourir à bord d'une ambulance. En septembre, Tupac se rend à Las Vegas pour assister à un match de boxe de Mike Tyson. Après le match, il voit Baby Len Anderson, un membre du gang des Crips, dans le foyer du MGM Grand. Avec Suge Knight et son entourage, Tupac attaque Anderson en raison d'une dispute entre Death Row Records et les Crips. Après la bagarre, Tupac retourne à l'hôtel Luxor et dit à Quedada que ce n'est pas prudent pour elle de venir à la fête et elle accepte de l'attendre dans leur suite. Avant qu'il parte pour aller à la fête, Quedada lui a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose de louche. Elle sentait qu'ils avaient eu tort de se rendre à Las Vegas. Elle lui avait même demandé s'il voulait qu'elle mette son gilet pare-balles dans la valise. Mais il lui avait dit que ce n'était pas nécessaire. Il aurait dû se fier à l'intuition de sa compagne. Tupac se rend à une boîte de nuit avec Knight et en roulant sur le strip, il se lève et sort la tête par le toit ouvrant. Vers 23h15, il s'arrête à un feu rouge devant l'hôtel Maxim quand une Cadillac blanche s'arrête juste à côté. Une vitre s'ouvre et Tupac reçoit plusieurs balles. À l'âge de 25 ans, Tupac Shakur est l'une des plus grandes stars du hip-hop. Le rappeur multimillionnaire devra-t-il payer de sa vie son succès si fulgurant? À la fois rappeur, acteur et figure emblématique du hip-hop, Tupac Shakur vient d'être blessé par balle. Sa fiancée, Quedada Jones, est sur le point d'aller au lit quand elle apprend la nouvelle. À l'hôpital, on lui remet un sac contenant des vêtements ensanglantés et des bijoux et on lui dit que la vie de Tupac ne tient qu'à un fil. Quedada était anéantie, elle était dans un état lamentable. À l'hôpital, elle s'est enroulée dans une couverture et elle s'est mise à se promener dans le stationnement en disant que Tupac ne pouvait pas mourir, que c'était impossible, ça ne pouvait pas arriver. Pendant 6 jours, Quedada, avec la mère, la tante et l'entourage de Tupac, veille sur la star au centre médical universitaire de Las Vegas. Pendant ces 6 jours, la maison de disques Death Row Records reçoit plusieurs appels l'avisant que les auteurs de la tentative de meurtre iront à l'hôpital terminer le travail. L'organisation Nation of Islam poste des gardiens 24 heures par jour. En dépit de tous les efforts déployés pour sauver la star, le 13 septembre 1996 à 16h03, Tupac Shakur est déclaré mort. Le monde entier apprend avec consternation la nouvelle. À Las Vegas, ses admirateurs se rassemblent à l'intersection où il a été abattu. Les gens avaient peur après la mort de Tupac, parce qu'ils craignaient qu'il y ait des meurtres de représailles ou de vengeance. Il y a eu bien sûr des incidents. On a entendu parler de gens abattus ou blessés par balles dans les 2 camps, sur les 2 côtes. C'était ahurissant, tout à fait ahurissant. Le 14 septembre 1996, Tupac Shakur est incinéré. À Atlanta, on tient une grande cérémonie en son honneur, mais pas de funérailles officielles. On opte plutôt pour une cérémonie intime sur une plage de Malibu, en présence de ses amis proches et de sa famille. Ils y font leurs adieux. 2 ans plus tôt, on lui avait demandé où il se voyait dans 10 ans. Tupac avait répondu « En cendres, saupoudré sur ce que mes amis vont fumer ». Certains de ses proches disent avoir exaucé son vœu. Tupac avait peut-être prédit sa mort, mais pour ce qui est de ses finances, il n'était pas aussi clairvoyant. À son décès, il était endetté de près de 5 millions de dollars. Comment peut-on vendre des albums pour 70 millions de dollars en 1 an et être endetté de 5 millions de dollars? Ça dépasse l'entendement. Soit il administrait très mal son argent, soit il se faisait voler. Et il n'a toujours pas de testament. Si Tupac avait eu un testament, le monde entier aurait pu savoir à qui il laissait son argent et de quelle façon. Mais même sans testament, il est fort probable que ses biens soient allés aux personnes qu'il aurait voulu désigner comme ses héritiers. Sa mère a hérité de la succession et sa fiancée, Quedada Jones, la fille de Quincy Jones, n'avait sûrement pas besoin de son argent. Comme Tupac faisait vivre sa mère depuis plusieurs années, il lui aurait sans doute laissé tout son argent.
Quand quelqu'un meurt sans avoir fait de testament, un proche doit déposer une requête devant le tribunal des successions pour obtenir l'autorisation de gérer ses affaires. Dans ce cas-ci, c'est Afeni, la mère de Tupac, qui l'avait fait. Et avant qu'elle ne le fasse, ou si elle ne l'avait pas fait, personne n'avait d'autorisation légale pour surveiller et gérer les affaires de Tupac, incluant tous ses contrats de disques. Death Row Records prétend que les dépenses extravagantes de Tupac, son train de vie et ses frais juridiques ont causé son endettement. La maison de disques poursuit la succession, mais Afeni engage des avocats pour protéger la fortune de son fils. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les méthodes comptables de Death Row étaient très louches et très profitables à Death Row. La maison de disques le faisait payer pour des maisons qu'il n'habitait pas, des pensions alimentaires pour des enfants qu'il n'avait pas et des voitures qu'il ne conduisait pas sans jamais lui donner l'argent qui lui était dû. Apparemment, Death Row aurait encaissé environ 70 millions de dollars grâce aux disques de Tupac, dont plusieurs disques d'or. Et les dirigeants ont eu le culot de prétendre que Tupac leur devait 4 900 000 dollars, alors qu'eux s'offraient des maisons, des bijoux, qu'ils réparaient leurs voitures et qu'ils payaient des voitures à d'autres célébrités. C'est honteux, vraiment honteux. Selon l'entente rédigée à la main par Death Row, Tupac doit recevoir une avance d'1 million de dollars par album et des droits d'auteur s'élevant à 18% des ventes. Mais Tupac n'a jamais rien reçu. Sa mère soutient qu'au total, Death Row a facturé à Tupac, sa plus grande star, plus de 7 millions de dollars en frais. Elle ajoute que la maison de disques doit au rappeur au moins 4,8 millions de dollars en droits d'auteur, en plus de l'avance de 5 millions promise pour son prochain disque. Même s'il se vantait d'être riche, quand il est mort, Tupac n'avait aucune valeur mobilière ni aucun bien immobilier. Il ne possédait que 2 voitures et un seul compte chèque, dont le solde était de 105 000 dollars qui serviront à payer les taxes et les frais judiciaires. Sa mère affirme que sur les revenus de son fils, 50 millions de dollars ont été détournés. C'est une chose de l'affirmer, c'en est une autre de le prouver. Je ne crois pas que Feeney ait pu prouver que Death Row avait détourné de l'argent. Elle avait des soupçons. Quand elle a vu les dépenses que Death Row avait inscrites dans ses livres, elle était bien sûr furieuse. Elle avait tous les droits et d'excellentes raisons de poursuivre la maison de disques. Suge Knight dira plus tard qu'il ne croit pas que Tupac soit vraiment mort, n'ayant pas vu la dépouille. Cette assertion est bientôt réfutée à la sortie du livre The Killing of Tupac Shakur, dans lequel on voit une photo d'autopsie du rappeur, prouvant hors de tout doute qu'il est bel et bien mort. Mais personne ne sait qui l'a tué. Il est possible que Death Row ait eu une altercation avec les Crips et que ce soir-là, Tupac les ait injuriés. On peut présumer que plus tard dans la soirée, ils aient réglé une dispute verbale à coups de feu. Ce genre de choses se produit beaucoup trop souvent aux États-Unis. Le mystère entourant ses finances commence à s'éclaircir. Afeni découvre des faits assez troublants, entre autres que Death Row Records doit 12 millions à Tupac en droits d'auteur que Suge Knight ne lui a jamais payé. Suge Knight manipulait Tupac en lui faisant peur. Il lui disait qu'il était endetté, qu'il n'avait pas d'argent, et comme il ne lui montrait jamais les livres, Tupac n'avait pas le choix, il devait le croire. Ça le gardait captif. Il ne pouvait pas partir et en même temps, ça permettait à Suge de vivre dans le luxe. En fait, il faisait la même chose avec d'autres, notamment avec Snoop Dogg et Dr. Dre. Afeni et son avocat démontrent que lorsqu'il est mort, Tupac valait environ 17 millions de dollars. Les détails du règlement sont confidentiels, mais on sait qu'elle a récupéré les bandes maîtresses, évaluées à 100 millions, ainsi que tout le matériel qui n'a jamais été utilisé. En plus d'avoir dépensé l'argent de Tupac et d'avoir omis de lui payer ses droits d'auteur, Death Row Records a permis à des tiers d'exploiter son nom. Bien que Tupac n'ait jamais octroyé de licence à Death Row lui permettant d'utiliser son nom ou son image, elle a laissé Globex produire et vendre des produits dérivés sans l'informer de cette entente. Afeni intente une autre poursuite contre Death Row pour récupérer les sommes générées par l'exploitation de l'image de Tupac. Elle gagne, mais elle est loin d'en avoir fini avec les batailles juridiques. Son fils rappeur Gangsta a passé la majeure partie de sa vie en hors-la-loi, mais l'ironie du sort veut que les batailles portant sur sa succession ne se déroulent pas dans la rue, mais devant les tribunaux, avec des millions en jeu. L'un des rappeurs les plus populaires du monde, Tupac Shakur, est mort et sa succession est aux prises avec une série de poursuites judiciaires. Baby Lane Anderson, que l'on soupçonne d'avoir participé au meurtre de Tupac, poursuit la succession.
Il accuse Tupac de l'avoir attaqué quelques heures avant d'être abattu. De plus, son père, William Garland, intente une poursuite pour obtenir 50% de la succession. Ce n'est pas rare que des membres de la famille qui s'étaient éloignés se manifestent pour réclamer de l'argent après le décès d'une personne fortunée, surtout s'il n'y a pas de testament. C'était son père, mais il n'avait pas vu Tupac depuis des années. Selon un article de la loi californienne, si un père n'a pas été présent dans la vie de son enfant et s'il ne l'a pas soutenu financièrement, il ne peut pas réclamer une part d'héritage, même quand il n'y a pas de testament. Les poursuites pleuvent de partout. Depuis la mort de Tupac, la succession en reçoit sans arrêt. En fait, il ne s'agit pas de la seule chose qui coule à flot. Grâce à 152 chansons enregistrées et inédites, l'œuvre de Tupac continue de vivre. Et ce, dès novembre 1996, quand sort The Don Killuminati, The Seven Day Theory, l'album que Tupac avait terminé juste avant de mourir. Il grimpe en première place et est certifié triple platine. On sort ensuite 6 autres albums, le meilleur étant Are You Still Down? Remember Me. Sorti en 97, il grimpe tout de suite en première place du palmarès Rhythm and Blues avant d'être certifié 4 fois platine. Tupac est adulé depuis sa mort, parce qu'il n'a pas seulement fait des disques, il a fait l'histoire, ce qui est très différent. Tout le monde peut faire un disque, mais on fait l'histoire quand on dit ou qu'on fait quelque chose de marquant, quelque chose qui résonne pendant des années et qui résiste à l'épreuve du temps. Afeni crée sa propre maison de disques, Amaru Entertainment, qui sort une foule de chansons de Tupac. Avec l'argent amassé, elle finance ses procès contre Interscope pour obtenir une augmentation de droits d'auteur, contre les producteurs d'albums hommages non autorisés et contre Suge Knight. Mais Afeni parvient tout de même à obtenir plus de 600 000 $ de Death Row Records. Grâce au travail acharné de sa mère en 2002, Tupac est en 10e place au palmarès Forbes des stars décédées, qui rapporte le plus d'argent. La même année, il est intronisé au temple de la renommée du hip-hop. L'année suivante, Afeni produit le documentaire Tupac Resurrection, relatant la vie et la mort de son fils. Le film fait des recettes de plus de 8 millions de dollars et est en nomination pour un Oscar. Contre l'octroi d'une licence pour produire une ligne de vêtements à l'effigie de Tupac, Afeni obtient un demi-million de dollars et elle projette de produire un musical à Broadway à partir des chansons de son fils. En 2007, la succession de Tupac engrange 9 millions de dollars et 15 millions l'année suivante. En tant que liquidatrice, Afeni, la mère de Tupac, était une femme d'affaires très astucieuse. Elle a récupéré les droits d'auteur qui étaient dus à Tupac en vertu de ses contrats et elle a négocié des droits d'auteur plus élevés pour les albums à venir. Elle a même dit que si elle n'obtenait pas une augmentation des droits d'auteur, elle allait bloquer la sortie de ses albums. Mais Afeni ne songe pas qu'à l'argent. Elle poursuit l'héritage de son fils en créant la fondation Tupac Amaru Shakur, qui soutient l'apprentissage de jeunes artistes en danse, en poésie, en spoken words et en gestion d'entreprises culturelles. À travers ses étudiants, la légende de Tupac se perpétue et en 2012, il effectue un retour spectaculaire. Au festival de Coachella, Tupac apparaît sur scène sous forme d'hologramme, ce qui mousse les ventes de ses albums. Les albums de Tupac se vendent encore plus depuis sa mort, à tel point que la valeur nette de sa succession se chiffre à plus de 40 millions de dollars. Tupac a vendu plus de 75 millions d'albums, ce qui en fait un des musiciens qui en a le plus vendu depuis les débuts de l'industrie du disque. C'était un voyou, un hors-la-loi. Il disait ce qu'il pensait et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est mort. Il est mort très jeune et je me demande ce que l'avenir lui aurait réservé. Mais on peut dire qu'il a enrichi nos vies. Tupac est le James Dean du hip-hop. Il est mort à l'âge de 25 ans, mais il ne sera jamais complètement mort. Parce que sa musique est toujours accessible. Elle est vraie, elle est pure, elle est honnête et vulnérable. Sa musique est intemporelle. Il a produit des œuvres prodigieuses et éternelles, grâce auxquelles il est passé à l'histoire.